Nous continuons notre voyage et nous atteignons le Moyen-Âge avec Étienne Hanem, qui est de l'EHESS, de l'École des hautes études en sciences sociales, un médiéviste, et qui travaille sur l'histoire sociale des pratiques artistiques littéraires et qui s'occupe aussi d'historiographie. Et il nous parlera de la jouissance et de la domination, les métamorphoses de la nature qu'on nous a annoncées déjà avec la christianisation dans l'Europe de la fin du Moyen-Âge. Étienne. Merci beaucoup, John. Merci à Philippe Descola et au Collège de France pour cette invitation. Je voudrais commencer par un premier texte que je lis. En l'an de l'incarnation du Seigneur 1219, dans le premier silence de la nuit, notre adversaire, le diable, pour pouvoir détruire un plus grand nombre de gens à la fois et causer un plus grand dommage aux chrétiens, par un artifice subtil et inopiné de sa ruse, le barrage qui retenait le lac de l'Oisan s'étant rompu violemment, conduisit un déluge d'une telle fureur, d'une telle violence, dans un tel rugissement et un tel bruit, que tous, à son écoute, désespérant de la vie, abandonnèrent tout, ne pensant qu'à sauver leur propre personne. Jean de Sassenage, évêque de Grenoble, par ce récit, informe les ouailles de son diocèse de ce que nous appellerions aujourd'hui une catastrophe naturelle. Pourtant, nulle part la nature n'est évoquée. Dans un monde déchiffré à travers les Écritures saintes, la catastrophe est un nouveau déluge. Son origine est diabolique, l'expression d'une volonté individuelle qui superpose le modèle de l'action humaine à celui des causes naturelles. Il n'y a pas lieu de s'en étonner, le terme natura au Moyen-Âge n'a pas grand-chose à voir avec la nature que nous connaissons. Le mot ne désigne pas le monde physique extérieur à l'homme, mais d'abord l'essence des choses, le rythme des choses, comme lorsqu'on parle de la double nature du Christ, humaine et divine. L'homme est entièrement immergé dans cette natura qui a christianisé l'héritage antique de la physis à travers la notion de création. Mais comment rendre compte alors du déplacement qui a donné naissance à ce que Philippe Descola a appelé l'ontologie naturaliste, caractéristique de l'Europe moderne et surtout contemporaine, considérant la nature comme un objet autonome, un objet de jouissance à travers le paysage, la campagne, aussi bien que de domination à travers l'exploitation économique ou l'exploration scientifique. Cette question peut se révéler un piège si elle se transforme en une quête des origines de la naturalisation du monde européen. Le fameux article de Lynn White, publié dans Science en 1967, sur les origines chrétiennes de la crise écologique moderne, a en effet parfois encouragé un schéma simpliste, la Bible devenant la cause première de la distinction entre l'homme et une nature que Dieu lui a confiée. La société chrétienne médiévale aurait porté dès l'origine l'embryon d'une naturalisation moderne à laquelle elle aurait donné naissance par une évolution linéaire, détachant progressivement l'homme d'un rapport primitif à une nature qu'on imaginerait sauvage et originelle. Dans cette perspective, les efforts des historiens du Moyen-Âge ont souvent consisté à faire reculer le curseur dans le temps. Les progrès de l'archéologie de l'environnement depuis 3 décennies, appuyés sur la combinaison entre des chantiers de fouilles et des techniques de traitement des données qui empruntent à la fois à l'imagerie, du microscope au lidar, et à l'analyse de la spectrométrie de masse au synchrotron, ont permis de montrer l'anthropisation précoce des milieux de l'Europe médiévale. Grâce aux sources textuelles et à l'archéologie du bâti, on connaissait déjà le mouvement de création de villages, l'essor des défrichements, le développement des moulins, des forges, trop souvent d'ailleurs réduits au fameux exemple des monastères cisterciens du XIIe siècle. Mais les fouilles extensives des villages anglais et de leurs terroirs surtout ont montré des formes d'exploitation agricole très organisées dès le haut Moyen-Âge. Les recherches sur les Flandres ont mis en évidence l'importance du travail de poldérisation dès le XIIe siècle, avec le creusement de canaux, l'édification de digues en écho aux enquêtes sur le marais poitevin ou sur la lagune vénitienne. On sait désormais que les cours des grands fleuves, comme l'ont montré les recherches sur le Pô ou sur la Loire et ses Turcis, sont l'objet de remaniements humains dès le XIIe siècle et d'une véritable politique d'aménagement hydraulique au cours des XIVe et XVe siècles. À partir du XIVe siècle également, les forêts médiévales font l'objet d'une gestion attentive de la part des pouvoirs souverains qui veillent à leur bon ordonnancement et à leur productivité, comme le montre l'exemple du duché de Bourgogne.
Dans le même temps, partout en Europe se développent les carrières, objets d'une exploitation commerciale, comme en témoigne ce document de 1378 qui raconte l'extraction à la demande du roi Charles V, per regem dominum, qui désigne nostrum delphinum, car il est dauphin, la demande du roi Charles V de blocs d'albâtre de la carrière de Notre-Dame de Mézage, ces blocs d'albâtre que vous retrouvez au milieu du texte, les lapides à la Maustrie. Ces blocs d'albâtre qui sont donc extraits de la carrière de Notre-Dame de Mézage, près de Visy, et qui sont ensuite expédiés par bateau sur la Romanche dont le cours avait justement été déplacé par l'inondation de 1219 que j'évoquais tout à l'heure, et qui jouxte désormais le lieu de la carrière. In quodam prato iuxta riperiam Romantiae. Ainsi, le Moyen-Âge est bien cette époque de forçage des systèmes que décrit l'archéologue Joël Burnouf, et non de l'état de nature de l'Occident. La grande croissance médiévale, qui dure jusqu'au XIIIe siècle, est un temps de prédation où le monde est livré aux hommes qui y puisent largement sans craindre son épuisement. Pour autant, ce rapport au monde engendre-t-il directement le nôtre selon un processus linéaire? On peut en douter. Sinon, comment expliquer, par exemple, que ce monde naturel n'existe pas dans l'iconographie ni dans les descriptions littéraires et qu'il ne connaisse même pas de désignation lexicale spécifique? Comment comprendre que les événements naturels, comme le montre l'inondation de 1219 et le rôle du diable, comment comprendre que ces événements naturels prennent place dans une lecture du monde qui relève de l'herméneutique chrétienne? Même si l'on reconnaît l'intensité de l'exploitation des milieux par l'homme au Moyen-Âge, la question de la transformation naturaliste de l'Europe n'en reste pas moins posée. Postuler que la Bible serait à elle seule l'origine de la division entre nature et culture est un problème pour des sciences sociales qui veulent être attentives aux enquêtes de terrain, au contexte et aux pratiques des acteurs historiques. Et sans doute faut-il ici changer d'échelle d'analyse et cesser de manipuler des entités aussi vastes que la nature ou l'Europe médiévale pour comprendre plus précisément la production historique du rapport entre l'homme et son milieu. À la suite de nombreux travaux d'anthropologues, de sociologues, d'historiens, on peut songer pour commencer au rôle de l'écrit. L'écrit non pas comme une généralité abstraite, mais à travers, par exemple, la rédaction de milliers de cartulaires, de censiers, de terriers, de contrats, de notaires, enregistrant des actes concernant les droits sur des terres, ou encore à travers la pratique de l'enquête domaniale. Ces opérations d'écriture quotidienne sédimentent lentement des savoirs concrets sur le monde médiéval, construisant une connaissance réflexive à partir d'un rapport vernaculaire qui est celui d'une communauté à son milieu. Ainsi, en Provence, au début des années 1330, le comte de Provence décide d'une vaste enquête organisée par circonscription administrative pour faire l'état de ses droits et de ses possessions. Entre le 13 septembre et le 29 septembre 1333, Leopardo da Foligno, qui est l'enquêteur, s'installe à Apt, petite ville aujourd'hui dans le Vaucluse, et interroge toutes les personnes qui sont soumises pour une raison ou pour une autre aux droits comtaux. Les habitants de l'abbaye d'Apt, relevant du comte, se présentent les uns après les autres devant l'enquêteur, qui est entouré de notaires et qui enregistre leurs... Et ces habitants déclarent les terres qu'ils exploitent, qu'il s'agisse de champs de blé, de vignes, de prés pour l'élevage. Chaque parcelle est localisée et décrite avec son type de culture, le type de redevance qui pèse sur elle, à l'aide de mesures et de toponymes. Sous le regard des enquêteurs, les communautés d'Apt et de sa région participent donc à la construction de terroirs de papier qui représentent une forme objectivée de leur environnement. Cette enquête s'achève par un procès entre le comte et un seigneur local qui conteste la délimitation du territoire de la ville d'Apt. 19 habitants sont interrogés. Le registre en donne la liste, puis explique, j'ai mis ici un extrait de cette enquête que Florian Mazel et moi avons édité dans un volume collectif dirigé par Thierry Pécou. Tous les susdits, dit le registre, à l'exception de Pierre Lambert, donc 18 témoins sur 19, dirent de manière concordante que pour autant qu'une majorité d'entre eux l'entend dire et pour autant qu'ils puissent dire, le territoire de la cité d'Apt s'étend depuis l'arête ou le sommet de Puy de Véran
et depuis là, en suivant une draie qui descend vers Saint-Pons et mène au chemin de Sceaux. Se manifeste ici un rapport humain au monde appuyé sur des lieux qui font écho aux vignes et aux champs des déclarations foncières et qui constituent un milieu, une montagne, un sentier de transhumance, c'est la draie, des hameaux, le chemin de Sceaux. Suivons un instant le chemin de Sceaux, justement, qui mène vers le Mont Ventoux, quelques kilomètres plus loin. Moins de 3 ans après l'enquête de Leopardo da Foligno, au printemps 1336, le poète Pétrarque, qui a grandi non loin à Carpentras et dont le père notaire était justement l'un de ces professionnels de l'écrit qui participaient à l'articulation quotidienne entre l'homme et son milieu, Pétrarque raconte, dans une célèbre lettre, avoir gravi le Mont Ventoux avec son frère. Pétrarque dit « J'ai presque toujours devant les yeux cette montagne que l'on peut apercevoir de loin à la ronde. » Après s'être séparé de son frère, qui a choisi l'ascension directe, Pétrarque raconte ses errances sur les chemins de traverse de la montagne avant de parvenir lui aussi au sommet. Frappé par la légèreté inhabituelle de l'air et par l'étendue du panorama, je demeurai d'abord comme interdit. Je regarde autour de moi, j'avais les nuages à mes pieds. Je me retournais pour regarder du côté de l'Occident. On pouvait voir très distinctement, à droite, les montagnes de la province de Lyon, à gauche la mer de Marseille et celle qui baigne Aigues-Mortes, à une distance de quelques jours. Sous nos yeux se trouvait le Rhône lui-même. Bon, une vision qui est un peu moins claire quand on monte aujourd'hui, même un jour de grand beau temps sur le Mont Ventoux, mais c'est Pétrarque se pose toujours la question de la réécriture géographique et de la vision réelle en un monde où la pollution n'a pas les mêmes effets visuels. Et dans cet acte souvent considéré comme, dans ce texte souvent considéré comme un acte de naissance du sentiment de la nature en Europe, vous voyez que les montagnes ne délimitent plus seulement un terroir, mais forment un véritable paysage. De la description d'un patrimoine foncier à ce panorama littéraire se met donc en place dans un même univers social, au même moment, une perception singulière du monde, qui est le résultat non d'un hypothétique changement de mentalité, mais d'une production inscrite dans des interactions concrètes entre des individus, un langage, des objets matériels, ce qu'on pourrait appeler en sociologie des dispositifs qui façonnent les rapports entre humains et non humains. Les enquêtes provençales seraient l'un de ces dispositifs dont la lettre de Pétrarque constituerait le prolongement littéraire, mais il en existe de nombreux autres. Prenons l'exemple dans les mêmes décennies d'un autre laboratoire de la société médiévale, la Toscane. Les archives de Sienne conservent la série des statuts communaux des villages et des châteaux des environs qui sont passés sous la domination de la seigneurie siennoise et qui forment ce qu'on appelle son contado. En 1297, un nouveau statut est négocié par la commune de Sienne avec le castrum de la Rocca d'Orcia qui se trouve à 25 km au sud de Sienne. Le texte des statuts prévoit le bon usage des moulins, réglemente la chasse, chasse au lièvre, chasse au faisan, la coupe du bois, des joncs, des rameaux, la répartition de la vigne et des labours sur le terroir. Et on y lit par exemple à l'article 11 du titre 4, « Chaque année, le châtelain et le consul doivent faire planter par toute personne qui habite dans la citadelle ou dans le district et qui possède des terres 4 plants d'arbres fruitiers domestiques. Qui ne le fera pas paiera 5 sous d'amende. » De telles prescriptions réglementaires, inscrites au cœur de la vie des communautés locales, portent la trace de cette action humaine, collective et délibérée qui vise à modeler l'environnement. Cette transformation est économique, politique, mais aussi visuelle, voire esthétique. Les statuts communaux de la campagne siennoise éclairent en fait la genèse du paysage toscan du Bel Paese. Et ces arbres qui sont plantés à partir de 1297 dans les premières années du XIVe siècle, ce sont les mêmes arbres qu'on retrouve par exemple sur les fresques du Bon Gouvernement dans le palais communal de Sienne, réalisé par Ambrogio Lorenzetti en 1338-1339. On y reconnaît tout ce qu'égrène le statut communal de la Rocca d'Orcia, qui pourrait être un des castrums de l'arrière-plan. L'alternance de champs, de bois, de vergers plantés d'arbres fruitiers, de vignes, dans un paysage constitué à la fois comme espace esthétique et comme espace économique et politique, ce que Patrick Boucheron a montré. De tels dispositifs qui articulent pratique sociale et représentation sont disséminés partout au sein de la société médiévale en une multitude de mécanismes locaux. C'est à leur niveau qu'il faut tenter d'observer et de comprendre les métamorphoses
de la nature à la fin du Moyen-Âge. Restons encore en Toscane, quelques kilomètres plus loin, moins de 10 ans plus tard. L'étendue qui constituait le fond de la vallée formait un cercle aussi parfait que s'il avait été tracé au compas, bien qu'on y perçût l'œuvre de la nature et non de l'homme. Elle n'avait pas plus d'un demi-mille de circonférence et était encerclée de 6 petites collines de modeste hauteur, au sommet de chacune desquelles on apercevait un palais ressemblant à un beau petit château. Les versants de ces petites collines descendaient de manière dégradée vers la plaine, comme on voit dans les amphithéâtres. Les gradins se succédaient de haut en bas, de façon à restreindre peu à peu leur cercle. Et tous les versants orientés au sud étaient couverts de vignes, d'oliviers, d'amandiers, de cerisiers, de figuiers et de diverses autres sortes d'arbres fruitiers, sans qu'un pouce de terre ait été perdu. Les versants orientés au nord étaient couverts de petits bois de jeunes chênes, de frênes et d'autres arbres très verts et droits comme des i. La présence d'un petit ruisseau venait accroître le bonheur de ces lieux. On le voit, la jouissance du paysage l'emporte ici sur sa mise en valeur, et les arbres fruitiers, les bois des statuts communaux, relèvent désormais d'une autre harmonie qui fait appel aux mathématiques et à leurs instruments, comme le compas. Le dessin de l'homme est comparé à l'œuvre de la nature dans une nouvelle acception du terme. Ces lignes se trouvent dans la conclusion de la 6e journée du Décaméron de Boccace, écrit entre 1349 et 1353, dont l'action se situe dans la campagne toscane en 1348. Mais l'inflexion naturaliste de ce passage doit être replacée dans son contexte. À l'époque, la ville de Florence est livrée, comme toute l'Europe, à l'une des plus grandes catastrophes qu'elle ait connues, la peste de 1348. Le Décaméron commence d'ailleurs par des scènes terribles. C'est par milliers qu'ils tombaient malades chaque jour, et n'étant ni assistés ni servis en rien, tous mouraient presque sans rémission. Beaucoup d'entre eux, de jour comme de nuit, succombaient sur la voie publique. La Terre Sainte ne suffisant plus à cette grande multitude de cadavres étalés aux yeux de tous, on creusait dans les cimetières des églises, toutes les tombes étant pleines, de très grandes fosses, dans lesquelles on mettait les nouveaux arrivants par centaines, et entassés là comme les marchandises qu'on empile dans les navires, ils étaient recouverts d'un peu de terre jusqu'à ce qu'on parvint au sommet de la fosse. Dans ce climat de fin du monde, 7 jeunes femmes et 3 hommes décident de quitter Florence pour trouver refuge dans une campagne aussi protectrice qu'attrayante par son aspect. Le spectacle de la nature contraste alors avec la désolation d'un monde sans hommes, comme si la nature leur était indifférente. C'est là qu'on entend chanter les petits oiseaux, je cite. Là qu'on voit verdoyer les collines et les plaines, les champs pleins de blé qui ondulent tout comme fait la mer, et 1000 variétés d'arbres, et l'on y aperçoit plus ouvertement le ciel qui, fût-il courroucé, ne nous refuse pas ses beautés éternelles. La brutalité du contraste avec l'hécatombe des corps sous la plume d'un survivant de l'épidémie qui a balayé l'Europe en 2 ans, emporté un tiers de la population, est le signe d'un déplacement. Dans un monde où la campagne est devenue un lieu de villégiature, où le centre de gravité sociale se trouve désormais dans les villes, le Décaméron symbolise un nouveau rapport à la nature, cette beauté éternelle désormais séparée de l'homme mortel. Et ce n'est sans doute pas un hasard si Erich Auerbach, dans son grand livre Mimesis, avait considéré le Décaméron comme le tournant dans l'histoire de la littérature réaliste en Europe à la fin du Moyen-Âge. Bien sûr, tout ne change pas du jour au lendemain. Le Décaméron n'est qu'un indice dont il importe de comprendre le sens dans la conjoncture de son temps. Le milieu du XIVe siècle représente un temps de violence difficile à se représenter pour nous. Hier, on évoquait, à la suite de l'intervention d'Yves Cochet, cette question de la crise, voire de la guerre, et de son intensité et de sa présence dans notre monde contemporain. Mais là, on a affaire à une réalité qui est d'un caractère tragique tout à fait différent. La peste, qui envahit le continent européen depuis le port de Gênes à partir de 1347, conduit au plus grand effondrement démographique qu'ait connu l'Europe, qui perd la moitié de sa population en environ un demi-siècle. Si on imagine aujourd'hui ce que signifierait perdre la moitié de la population européenne en 50 ans. Au même moment débute ce que les climatologues appellent le petit âge glaciaire, bien connu, c'est-à-dire un refroidissement sensible
du climat européen qui produit des effets rapides et directs sur la production agricole et sur l'ensemble de la vie quotidienne, désormais marquée par les famines. Il faut ajouter l'importance nouvelle des guerres, à commencer par la guerre de 100 ans, et les effets d'une crise économique sans précédent liée au blocage des circuits commerciaux et monétaires, dont la première apparition au cours des XIIe et XIIIe siècles a suscité des déséquilibres fonctionnels incontrôlés. Dans un espace socialement et politiquement morcelé, cette conjoncture de crise est ce que l'on peut considérer comme l'un des rares véritables événements européens. Le Décaméron est l'un des premiers témoignages de la réaction des hommes face à cette situation inédite, comme le sont, dans les décennies suivantes, les nouvelles représentations de la mort qu'on connaît bien, par exemple, taillé justement dans un bloc d'albâtre venu de la carrière de Notre-Dame de Mézage, le transi du tombeau du cardinal de Lagrange à Avignon, réalisé en 1402, qui se trouve aujourd'hui au musée du Petit Palais, et qui manifeste à la fois cette omniprésence de la mort et une connaissance nouvelle du corps humain et de son anatomie. À la suite de plusieurs siècles de croissance, c'est comme si le monde échappait à l'emprise de l'homme. Après des défrichements et des aménagements sans précédent, vient le temps des villages désertés, des terres rendues à la friche et à la forêt, des morts brutales et incompréhensibles. Face à cette catastrophe imprévisible et inexplicable, on peut être surpris par l'incroyable résilience de la société européenne qui, en apparence, n'a finalement pas été beaucoup bouleversée dans son ordre social, politique et économique. En réalité, la lecture de Boccace, autant que l'archéologie des villages désertés, incite à se demander si l'ébranlement n'a pas été plus profond et si la reconnaissance de la nature comme monde extérieur, séparé de l'homme, n'a pas été stimulée par ce temps de crise. Comme si le monde avait été vidé de sa signification et que s'il n'était pas encore considéré comme écrit en langage mathématique, il ne relevait plus seulement ou plus principalement du modèle exégétique qui avait aidé l'évêque de Grenoble à prendre la mesure de l'inondation de 1219. Remplacer peu à peu l'interprétation d'une nature devenue mystérieuse par son explication, cette évolution n'est pas le fruit abstrait de la culture chrétienne, de l'écriture ou du destin de l'Occident, mais d'une série spécifique de mécanismes sociologiques et anthropologiques à la croisée de la conjoncture et de la longue durée. La crise du XIVe siècle n'est qu'un moment de cette métamorphose, qui n'est pas une mutation brutale qu'on pourrait dater, mais un processus continu, peut-être toujours à l'œuvre, dans lequel le naturalisme commence par se superposer aux strates antérieures. Prenons au lendemain de la crise un autre célèbre jalon de cette histoire, le tableau de Conrad Witz, La pêche miraculeuse, peint pour la cathédrale de Genève en 1444. Il s'agit d'une des premières images qui représente non seulement une nature aux caractéristiques physiques et biologiques identifiables, mais un lieu géographique reconnaissable, celui des bords du lac Léman, près de Genève, et de sa ligne de montagne à l'horizon. Un temps nouveau s'illustre apparemment dans ce paysage réaliste, ainsi que dans cette pêche qui, pour être miraculeuse, n'en renvoie pas moins très directement à l'économie halieutique du lac, en plein essor à cette époque, comme on peut le voir dans les archives des communautés lacustres. Cependant, et c'est peut-être un sens caché de la notion de transfiguration proposée par Philippe Descola pour parler du paysage, ou de celle de paysage spirituel avancée récemment par Dominique Yoniapra, cette nature profondément anthropisée ramène aussi à une lecture très chrétienne. Figurer les bords de lac à l'arrière-plan d'un tableau destiné à la cathédrale de Genève, c'est rappeler l'actualité du message du Christ et de son appel. Le Léman est un nouveau lac de Tibériade. Le modèle typologique fonctionne encore à plein, surimposant en un certain sens analogisme et naturalisme. Le texte de Pétrarque sur le mont Ventoux ne montre pas autre chose. Réécrit près de 20 ans après l'événement, le récit de son ascension difficile, par des détours, n'est que l'expression analogique de sa vie d'écrivain dans le siècle, contrairement à l'ascension de son frère, qui s'est fait moine et qui, lui, arrive au sommet par la voie la plus raide, mais aussi la plus rapide. Et si l'on poursuit le passage de la lettre où Pétrarque contemple le paysage,
on lit qu'il ouvre les confessions de saint Augustin et tombe sur la phrase suivante, puisqu'il avait emmené avec lui les confessions, et au sommet, alors qu'il est en train de découvrir le panorama que j'évoquais tout à l'heure, il écrit, en lisant saint Augustin, il lit, « Dire que les hommes s'en vont admirer les cimes des montagnes, les vagues énormes de la mer, le large cours des fleuves, les plages sinueuses de l'océan, les révolutions des astres, et qu'ils ne font même pas attention à eux-mêmes. » La descente, pour Pétrarque, est alors l'occasion d'une méditation sur l'homme et sa place dans le monde, qui montre bien que là aussi le monde naturel en voie d'objectivation reste en même temps le lieu d'une construction subjective du chrétien. C'est pourtant ce texte qui a été cité si souvent comme l'origine du rapport moderne à la nature, de Wilhelm von Humboldt jusqu'à Arthur C. Danto, en passant par Jacob Burckhardt ou Hans-Georg Gadamer. Cette interprétation qui traverse le XIXe et le XXe siècle est en elle-même emblématique de la place occupée par le Moyen-Âge au cœur de la modernité européenne, une place décisive mais équivoque, largement forgée par une série de rétroactions. En effet, l'une des caractéristiques de ces dispositifs de production naturaliste est leur effet de boucle. Tout se passe comme si chaque élément renforçait rétrospectivement le processus, comme si le chemin frayé par l'Europe en direction du naturalisme relevait d'une sorte de path dependence dont il était difficile de déterminer une causalité unique, mais dont on pouvait retracer l'enchaînement de mécanismes finissant par produire des effets. L'un de ces effets dans la longue durée, on le sait, est d'engendrer la distinction entre des sciences de l'homme qu'on voudrait interprétatives et des sciences de la nature qui seraient explicatives, précisément le long de cette frontière qui se dessine à partir de la fin du Moyen-Âge. Pourtant, cette rupture est-elle si évidente? On l'a vu, une chronique nous apprend que l'inondation de Grenoble en 1219 a déplacé le cours de la Romanche. Au XIVe siècle, les archives locales montrent dans les environs de Visy l'exploitation d'une carrière d'albâtre dont les blocs pouvaient justement s'exporter grâce au nouveau tracé de la rivière jusqu'au Rhône. Et puis, en 1402, au début du XVe siècle, le tombeau du cardinal de Lagrange est réalisé à Avignon à partir d'un de ces blocs. Mais ces trois faits n'ont été reliés au sein d'une même histoire, une histoire à la fois naturelle et culturelle, que depuis 2 ans, grâce à la mise au point par des géologues d'une méthode isotopique permettant de corréler les œuvres aux carrières d'albâtre. Vous avez ici une diapo qui vous montre cette collaboration de grande ampleur à laquelle j'ai eu la chance d'être associé. Et là, c'est la partie vraiment scientifique qui a été réalisée par Lise Leroux, Wolfram Klopman, Philippe Bromblet et Pierre-Yves Le Pogam, qui associent donc des laboratoires de recherche du ministère de la Culture, le Bureau de recherche géologique et minière, le Musée du Louvre et des chercheurs universitaires. Et cette méthode a permis d'isoler à l'intérieur des isotopes, l'isotope du soufre, comme étant significatif de la localisation géographique et permettant donc de discriminer à l'intérieur des blocs et des pierres ce qui provenait de telle ou telle carrière. Donc en faisant des prélèvements sur les carrières existantes et sur les pièces conservées dans les musées, il a été possible de réaliser une cartographie de ces carrières d'albâtre. Et la carrière de Notre-Dame de Mézage, à Visy, méconnue jusque-là, s'est révélée fournir l'albâtre des comtes de Savoie, des ducs de Bourgogne, des rois de France, des papes d'Avignon au XIVe siècle. Ainsi, ce sont les sciences de la nature contemporaines qui ont permis de reconstruire un fragment de l'histoire de la naturalisation du monde européen, celle d'un matériau comme l'albâtre, dans son contexte environnemental, dans son exploitation technique, son économie, son esthétique et enfin sa structure physico-chimique. L'objectivation de l'albâtre, qui a fini par en faire, à nos yeux, un matériau géologique, la catégorie de matériaux géologiques était évidemment inconnue du monde médiéval, cette objectivation de l'albâtre a donc aussi permis d'exhumer une configuration historique très différente du rapport entre l'homme et la nature, désignant un nouvel horizon de collaboration entre les disciplines et les savoirs. Une telle remarque, qui vaut pour l'étude des pigments minéraux et végétaux des fresques italiennes de la fin du Moyen-Âge, mais qui vaut aussi pour celle des vestiges archéologiques, des digues de la Loire ou des champs complantés du midi de la France, témoigne que si les sciences expérimentales peuvent permettre aujourd'hui de renouer avec les strates antérieures du statut de la nature en Europe, c'est aussi que ces strates sont ensevelies mais pas tout à fait disparues.
Cette rémanence dans la longue durée n'est pas moins importante que la métamorphose naturaliste pour singulariser le rapport de l'Europe à la nature. Dans cette perspective, le naturalisme se révèle un processus plutôt qu'un état, processus de découverte, de construction, certes, mais aussi d'enfouissement, voire de deuil, le deuil d'un autre rapport à la nature, non moins contraignant, non moins exigeant, mais moins distancié. Et c'est peut-être l'écho de ce deuil qui résonne dans le vers mystérieux et mélancolique que François Villon forgeait justement au milieu du XIVe siècle, après un siècle d'ébranlement, pour le refrain de la ballade des Dames du temps jadis, « Mais où sont les neiges d'antan ?» Je vous remercie.